le journal. Bienvenue aux 9h sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le titre. Arrivé à Kinshasa le vendredi 3 mars dans la soirée pour une visite officielle, le président français Emmanuel Macron a eu un tête-à-tête avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi avant de procéder à la signature de la convention PRISM, plateforme pour la recherche internationale en santé mondiale, par le ministre congolais de la Santé, le recteur de l'université de Kinshasa et l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo. Une délégation de la mission d'information et d'évaluation préélectorale de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, conduite par Mangaral Banté, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, a été reçue ce vendredi 3 mars par le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi. La CACC dit prête à accompagner la commission électorale nationale indépendante. Ouvrons ce journal avec la tournée de Macron en RDC à Kinshasa, ultime étape de la tournée africaine du président français Emmanuel Macron, qui a rencontré son homologue Félix-Antoine Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont tenu ce samedi 4 mars au Palais de la Nation une conférence de presse très largement consacrée à la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Aucune partie n'a semblé donner de cadeau à l'autre, nous dit Viningali Junior. Suivi. La visite du président français Emmanuel Macron est celle de tous les enjeux au regard des moments très difficiles que vit la République démocratique du Congo avec l'agression avérée du Rwanda via le mouvement du 23 mars M23. C'est ce qui s'est effectivement passé lors du face-à-face de ce samedi 4 février 2023 au Palais de la Nation entre les deux présidents et la presse. L'essentiel des questions ayant gravité autour de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, aucune partie n'a semblé donner des cadeaux à l'autre, c'est le cas de les dire. Répondant aux questions des journalistes, Emmanuel Macron a dit dénoncer, condamner et envisager les sanctions possibles à l'endroit de toutes parties prenantes au processus de paix soutenu par les accords de Luanda et de Nairobi qui ne respecteraient pas les résolutions des dits accords, sans notamment les cessez-le-feu programmés pour ce mardi 7 mars. C'est à ce niveau que la France pourra apporter sa part contributive dans l'élan de pacification de la partie orientale de la RDC, a poursuivi le successeur de François Hollande. La France est un allié de la RDC, continuera de l'être. J'ai dit avec beaucoup de clarté comment nous voyons la situation aujourd'hui, condamnant toute forme de pillage, de balkanisation, de menace de la souveraineté de votre pays. Je suis prêt à ouvrir tous les dossiers de l'histoire. Je l'ai fait avec le Rwanda. Si c'est le souhait du président Tshisekedi, je suis totalement favorable à ce qu'il y ait une commission d'historiens qui puisse assigner les responsabilités aux uns et aux autres. Vous avez rappelé une page sombre de l'histoire de la région. La France a assumé d'ouvrir tous ses livres et de la faire écrire par des historiens de manière totalement indépendante. Je pense que vous avez fait un raccourci qui, lui, n'a rien d'historique ni de juste entre le rôle qu'a pu jouer la France et la situation dramatique que j'évoquais et la guerre, la deuxième guerre, avec les millions de morts dans votre pays, dont je rappelais la gravité. Donc je récuse le raccourci que vous avez fait et la responsabilité qu'on pourrait assigner à la France, parce que je suis pour la vérité, mais toute la vérité, je ne suis pas pour prendre tous les fardeaux. J'essaie de prendre les miens, et c'est déjà bien. Toujours dans ces jeux des questions-réponses, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a laissé planer une attitude prudente, ne dissipant pas tout doute quant aux différentes annonces faites par son homologue français. Je me suis réjoui d'apprendre de la part du président français que cette approche est aussi la sienne et que je lui laisserai évidemment le soin de préciser cela et que, moi j'allais dire, cela va dans le sens évidemment des intérêts de l'Afrique. Pour ce qui est de ce que j'ai évoqué en entrée en matière, c'est-à-dire cette agression injuste et barbare. Comme vous le savez, il y a eu un mini-sommet à Addis Abeba récemment, au cours duquel nous avons désigné le président João Lourenço de l'Angola, ainsi que le facilitateur désigné par la communauté d'Afrique de l'Est, l'ancien président kényan, Uhuru Kenyatta,
nous leur donc avons confié la mission d'approcher les rebelles, les terroristes du M23, et le processus est en cours. Je n'en dirai pas plus. De mon côté, j'ai reçu des émissaires du président João Lourenço. J'ai eu l'occasion d'en parler au président Macron, qui lui-même a récemment visité l'Angola et rencontré le président Lourenço, et il peut aussi, s'il le veut, dire ce qu'il en pense. Moi, je reste, comme vous le savez, toujours sur ma position. Je demande à voir, parce que nous ne sommes pas au premier processus près. Les cessez-le-feu, nous les avons déjà décidés depuis le processus de Nairobi. Ensuite, il y a eu celui de Luanda, où il y a eu encore un cessez-le-feu plus un calendrier. Parlant des élections comme elles se déroulent en Afrique et répondant à la question d'une journaliste française quant à ce, Félix Tshisekedi a fustigé l'œil paternaliste avec lequel les Occidentaux en général et les Français en particulier regardent les Africains, avec notamment les termes élections des compromis, alors que les Africains ne font pas de même lorsqu'il s'agit des élections aux États-Unis ou encore en France. Chose qui a poussé Emmanuel Macron à réagir immédiatement en déclarant que la question d'un journaliste français n'est pas la position officielle du gouvernement français. Mais le successeur de Joseph Kabila a aussitôt rétorqué que Jean-Yves Le Drian était un officiel français au moment où il prenait une telle position. Il impliquait ipso facto le pays du général de Gaulle. Parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Parce que, non, mais ce n'est pas une position de la France. Je faisais allusion. Parce qu'il n'y a pas de. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, ce n'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis. Notons qu'Emmanuel Macron est dans une mini-tournée de quelques jours en Afrique centrale qu'il a commencé par les Gabon, l'Angola, les Congo-Brazzaville afin de la boucler en République démocratique du Congo qui traverse un moment de gravité indescriptible suite à l'agression rwandaise dans sa partie orientale. Exact, mais ce compromis. Toujours dans le cadre des activités du président Macron en RDC, signature ce samedi à l'Institut national de la recherche biomédicale INRB ainsi que de la convention PRISM pour la recherche internationale en santé publique entre la France et la République démocratique du Congo. Un programme initié par le président Emmanuel Macron en 2021 pour prévenir l'apparition de futures pandémies grâce à la recherche sur la santé humaine, animale et environnementale. Dans son intervention, le président français Emmanuel Macron est revenu sur deux grandes recommandations, notamment le renforcement de la santé primaire, puis développer les capacités de traitement, de diagnostic dans les territoires. Suivez. Continuer de renforcer le système de santé primaire de la RDC. Parce que faire tout ce qu'on fait avec vous aujourd'hui n'a de sens que si, le jour où l'épidémie, tel virus est identifié, on a les meilleures capacités à organiser une campagne de vaccination quand vous aurez contribué à trouver un vaccin et à déployer des réponses. On l'a vu sur le continent africain, malgré le formidable travail de CDC africain, et je veux saluer son nouveau directeur général. Je rendais hommage en début de semaine à cette structure qui a été remarquable. Là où on a buté, vous alliez beaucoup plus vite et vous étiez souvent bien meilleur que CDC Europe. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Yazdan s'en souvient, on comparait les chiffres. Mais vous avez buté sur la faiblesse de certains systèmes de santé primaire. Et donc il nous faut en parallèle, nous, renforcer, redoubler d'efforts pour partout sur le territoire avoir un système de santé primaire qui permet d'apporter la réponse à la population au plus vite et au plus près, et aussi d'avoir la bonne politique de prévention, parce que ça n'est pas encore le cas. Deuxième chose, c'est évidemment de développer les capacités de production des traitements, des éléments de diagnostic, des dispositifs médicaux et des vaccins sur le territoire africain. C'est le cœur de ce que nous avons lancé au printemps 2021, en Afrique du Sud, mais dans plusieurs autres pays. C'est de dire ce continent, qui représente 20% des besoins de vaccins, à l'échelle de la planète, en produit 2%. Dès qu'il y a une épidémie qui est à l'échelle mondiale, il se passe ce qu'on a déjà vécu. C'est que les gens qui les produisent les gardent d'abord pour eux. Et ceux qui en produisent moins sont les derniers servis. Est-ce qu'on peut légitimement
considérer que c'est une fatalité, qu'on ne devrait rien faire. Non. Donc on doit en plus aussi investir sur des capacités, pas simplement de recherche, mais de production, de tout ce qui est le fruit de la recherche partenariale à laquelle vous aurez contribué. Sinon, le risque, c'est que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, peut-être aurez-vous séquencé ici un virus, aurez-vous contribué à le découvrir. Les Européens, les Américains, les Asiatiques les plus riches auront la possibilité de produire très vite un vaccin et vous ne l'aurez que 6 mois ou 12 mois plus tard. Il faut donc aussi que nous nous mettions ensemble en capacité de produire sur le sol africain, dans des hubs de production, des virus, quelles que soient les technologies qui reposent, des vaccins qui reposent soit sur la technique du virus mort, soit sur celle de l'ARN messager. Il n'y a pas de fatalité non plus en investissant. Voilà les quelques convictions que je souhaitais apporter au-delà de la Convention Prisme d'aujourd'hui sur ce qu'il nous reste à faire pour les mois, les années qui viennent, avec, je l'espère, la même ténacité que celle qui vous anime, cher professeur, le même talent et la même humilité. Vive la coopération entre la RDC et la France, et vive cette coopération scientifique et l'excellence de vos travaux. Restons toujours dans ce chapitre, la coopération scientifique entre la République démocratique du Congo et la France. Prenez la parole à cette activité, mettant en pratique la convention Prisme entre la RDC et la France. Le ministre de la Santé publique et Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a salué le retour de la coopération scientifique entre les deux pays. Je suis particulièrement heureux et fier de vous recevoir, Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, dans cet institut, devenu depuis notre principal outil de surveillance des maladies prioritaires, mais également un fleuron en matière de recherche biomédicale, grâce notamment à l'appui de nombreux partenaires dans la France. Nul ne peut en effet contester que les conditions qui ont milité à la création de cet outil de recherche et de santé publique sont plus que jamais d'actualité au regard de l'émergence et réémergence des pathogènes dangereux que sont Ebola, les virus de monkeypox, Covid-19 et tant d'autres, à la base des épidémies et pandémies qui perturbent la santé mondiale. La gestion de ces émergences exige une collaboration internationale, car ces pathologies n'ont pas de frontières. La récente pandémie de la Covid-19 en est d'ailleurs une parfaite illustration. La prévention de ces émergences nécessite donc une parfaite collaboration en termes d'information, permettant et surtout favorisant une collaboration scientifique entre les États. C'est ainsi que je salue très chaleureusement, Monsieur le Président, votre initiative dénommée PREZOD, Preventing Zoonotic Disease Emergency, lancée depuis quelques années pour prévenir les émergences zoonotiques. Cette thématique, il faut le souligner, rencontre parfaitement la vision de notre Président, chef de l'État, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la prévention et gestion des épidémies une des priorités de son mandat. Et quant au directeur général de l'Institut national de la recherche biomédicale, Dr Jean-Jacques Muyembe, il a retracé l'historique de cette institution. C'est bien fondé dans le secteur de la santé publique en République démocratique du Congo, les difficultés rencontrées, les progrès réalisés ainsi que les perspectives à venir. On l'écoute. La création et le développement de l'INRB étaient liés à des opportunités que nous avons su exploiter à bon escient. En effet, le tout avait commencé par la volonté politique du président Mobutu de créer un institut national de recherche médicale, à l'instar de l'Institut Pasteur de Paris et de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, qu'il venait de visiter en 1975. Nous avions le privilège d'être alors à la tête de la commission ad hoc chargée d'établir les termes de référence de la création d'un Institut national de recherche médicale, dont la construction sera confiée plus tard à la coopération française.
L'émergence du virus Ebola en 1976 et du VIH-Sida en 1983 renforça davantage la conscience nationale de doter les pays d'un laboratoire de recherche biomédicale qui sera inauguré le 8 décembre 1984 par le président Mitterrand lui-même et le premier commissaire d'État, le citoyen Kengo Wa Dondo. L'Institut était dirigé par une équipe de chercheurs français. L'INRB, fleuron de la coopération franco-zaïroise, était devenu le lieu idéal pour les analyses médicales et l'étude des viroses émergentes comme le VIH-Sida. Mais en 1993, suite à des scènes de pillage de Kinshasa, les coopérants français ont dû quitter définitivement le pays. Les coopérations bi- et multilatérales avec les Zaïre avaient été alors interrompues, y compris le financement français pour l'INRB. À présent, partenariat militaire entre la RDC et le Burundi, la République démocratique du Congo et la République sort du Burundi s'apprêtent à réviser leur partenariat militaire dans le cadre de la grande commission mixte en matière de sécurité et défense RDC-Burundi. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo, est arrivé à Bujumbura pour présider la première réunion sécurité et défense pour les deux pays dans un contexte sécuritaire complexe en RDC où le pays fait face à l'agression rwandaise. Regardez. Accueilli au pied de l'avion par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo accrédité au Burundi et quelques officiels congolais et burundais, le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo arrive à Bujumbura, capitale économique du Burundi, pour présider les travaux de la première réunion de la grande commission mixte RDC-Burundi en matière de défense et sécurité qui s'ouvre ce samedi dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Nous nous sommes mis ensemble et avons arrêté que à ces dates ici, les travaux de cette commission doivent se tenir. Cette commission mixte, composée des ministres de l'Intérieur et Défense de ces deux pays et leurs experts des services de sécurité, notamment les renseignements, la police, l'armée et les services des frontières, va procéder à l'évaluation des recommandations de la feuille de route issue de la 4e session tenue à Kinshasa du 31 août au 2 septembre 2021. Les questions d'actualité et d'intérêt commun entre les deux pays, notamment la mutualisation des opérations entre les forces armées de la RDC et la Force nationale de défense du Burundi, ou encore les soutiens aux projets intégrateurs entre les deux États, seront également abordés. La problématique des réfugiés ne sera pas en reste. La coopération transfrontalière et implication des forces de défense et sécurité des deux États pour une prise en charge de milliers de réfugiés congolais et burundais va occuper une place des choix. Il faut dire qu'à l'issue des travaux, les participants vont procéder à la mise en place des instances de cette grande commission, notamment l'installation d'un bureau. Entre-temps, à l'Assemblée nationale, les élus provinciaux du Sud Kivu ont échangé avec Christophe Mbosso sur certaines contraintes auxquelles fait face leur province, notamment l'insécurité dans certaines zones de cette province. Ces élus du peuple plaident pour le renforcement des effectifs pour la restauration de la paix et l'autorité de l'État dans les provinces de l'Est du pays. Suivez. Nous sommes venus voir l'honorable président de l'Assemblée nationale pour d'abord lui exprimer notre gratitude. Au moment où nous devons rentrer chez nous, nous lui avons demandé d'être notre interlocuteur et de transmettre au chef de l'État tous nos remerciements. Lui dire également que tous les députés provinciaux du Sud Kivu soutiennent la candidature du chef de l'État. Nous avons parlé d'autres petits problèmes qui nous concernent, surtout la question de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, précisément au Nord Kivu. Nous avons condamné la énième agression de notre pays par nos voisins, nous citons le Rwanda. Il y a une motion qui a été adoptée par l'Assemblée provinciale et le chef de l'État que nous avons rencontré à 2 reprises
a pris acte de la démission d'office du gouvernement provincial. Et donc, il n'y a pas de question de torchon. L'institution Assemblée provinciale est bien en place. Aujourd'hui, le gouvernement provincial est démissionnaire et c'est dirigé pour le moment par le gouverneur à l'intérim qui expédie les affaires courantes, au regard de la loi bien sûr, en attendant qu'on puisse organiser les élections telles que le veut la loi. Il sied de noter qu'une délégation des généraux et officiers supérieurs des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, est arrivée à Goma ce jeudi dernier. Elle dit être venue pour apporter l'appui des chefs d'État membres de cette organisation sous-régionale aux efforts de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. La délégation est conduite par le maréchal de l'air Pinéas Martin, chef d'état-major général de la Namibie, qui se livre à la presse. We are here on a mission that has been sanctioned. Nous sommes by the SADC Head of State, dans la mission qui a été sanctionnée par les chefs d'État de la SADC. In our efforts to assist our brothers and sisters of the DRC, dans les efforts d'assister nos frères et sœurs de la RDC, to find peace and security, afin de trouver la paix et la sécurité in this part of the DRC. Dans cette partie de la RDC. So our mission is basically to assess the security situation. Alors notre mission c'est évaluer la situation sécuritaire prevailing in the eastern DRC, qui prévaut dans l'est de la RDC, particularly in North Kivu, particulièrement dans la province du Nord Kivu, and report our findings to our heads of state. Et rendre rapport de nos résultats aux chefs d'État. À la commission électorale, une délégation de la mission d'information et d'évaluation préélectorale de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, conduite par Mangaral Banté, commissaire aux affaires politiques et sécurité, a été reçue ce vendredi 3 mars par le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi. Les hôtes du président de la centrale électorale sont venus s'informer de l'état des préparatifs des élections prévues en décembre prochain en République démocratique du Congo en vue d'envisager des actions d'appui, d'accompagnement au processus électoral en cours. Suivez. Les hôtes du patron de la centrale électorale sont venus s'informer de l'état de préparatifs des élections prévues en décembre afin d'envisager des actions d'appui et d'accompagnement au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. L'information que nous avons l'habitude d'effectuer auprès des CENI dans les pays membres de la CAC, d'abord pour nous enquérir de l'état d'avancement des préparatifs des élections projetées à venir de pour l'année 2023. Et ensuite, pour envisager de faire un déploiement d'une observation électorale dans le processus. Cependant, la mission compte notamment déployer ses observateurs aux élections de décembre. Les élections sont prévues pour le mois de décembre. Donc, dès que le mois de décembre va approcher, nous allons reprendre la tâche encore avec la commission, voir quelle est la bonne date pour être sur le terrain ici, avec un nombre suffisant d'observateurs pour couvrir l'événement. Ce sera à court terme, parce que nous n'avons pas la possibilité de faire un déploiement à long terme. Ce serait vraiment l'idéal, mais dans l'immédiat, nous ne faisons que du court terme. Soulignant par ailleurs que cette mission est conforme au mandat octroyé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC dans sa déclaration du 7 juin 2005 à Brazzaville relative à l'appui aux États membres engagés dans des processus électoraux. Alors qu'à la GECAMINE, les mandataires nouvellement nommés par ordonnance présidentielle ont tenu le premier conseil d'administration, une réunion précédée par l'Assemblée générale du comité sortant la passation de commandement avant la remise et reprise prévue à Lubumbashi. Vinigali Junior pour le détail. Les lignes bougent à la tête de la générale de carrière et des mines.
Ceci est le sens de cette triple cérémonie, l'Assemblée générale du comité de gestion sortant, la prise des fonctions des nouveaux mandataires nommés récemment par ordonnance présidentielle et enfin la toute première réunion du conseil d'administration dirigé par Guy Robert Luku Makundi qui occupe actuellement la tête de cette institution. Le message premier, c'est que le président de la République tient à la GECAMIN. Elle ne veut pas la voir sombrer. Elle veut la voir redevenir une entreprise forte, une entreprise qui contribue à structurer l'économie nationale. Le conseil d'administration qu'il a mis en place mélange une part d'expérience et de jeunesse. Il y a une réelle audace de la part du président de la République de pouvoir combiner cela afin de donner du dynamisme à la mission qu'il nous a donnée. C'est une mission de dur labeur, de remettre en ordre la GECAMIN. Mobiliser les moyens financiers dont elle est capable à travers ses partenariats et sa production et sa commercialisation de manière plus efficiente et surtout valoriser le capital humain, ses actions sociales à travers une organisation totalement transformée qui permettrait à ce moment-là d'avoir une meilleure productivité, d'avoir des meilleurs produits. La nouvelle équipe à la tête de cette entreprise minière est un pari gagné pour le président de la République Félix Tshisekedi qui ne cesse de faire confiance à la jeunesse pour le développement intégral de la République démocratique du Congo. C'est la fin, mesdames et messieurs. À présent, rappel des titres. Arrivé à Kinshasa le vendredi 3 mars dans la soirée pour une visite officielle, le président français Emmanuel Macron a eu un tête-à-tête avec son homologue Félix Antoine Tshisekedi avant de procéder à la signature de la convention PRISM, plateforme pour la recherche internationale en santé mondiale, par le ministre congolais de la Santé, le recteur de l'université de Kinshasa et l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo. Une délégation de la mission d'information et d'évaluation préélectorale de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, conduite par Mangaral Banté, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, a été reçue ce vendredi 3 mars par le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi. La CACC dit prête à accompagner la commission électorale nationale indépendante. Merci d'avoir suivi ce journal, mesdames et messieurs. Bonne suite du programme sur Manduko Télévision. Au revoir. Le journal.